Bonsoir et bienvenue pendant 20h, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité par la culture. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a effectué sa première entrée politique il y a quelques semaines. L'occasion de poser la question, peut-on réformer l'éducation nationale? C'est le sujet opinion du soir, avec la journaliste Sandra Alphonse et l'ancien recteur de Corse, éditorialiste pour Setiman, Michel Barra, suivi du décryptage proposé par la journaliste et éditrice Marie-Josée Rigui-Landine et l'historien et cinéphile Xavier Affre. Bonsoir Sandra Alphonse, journaliste pour le magazine Aria. Bonsoir Philippe. Bonsoir Michel Barra, ancien recteur de Corse. Vous tenez un billet dans le supplément de Corse Matin, Setiman. Bonsoir. Rythme scolaire à la carte, réforme du collège assoupli, un bac plus musclé, retour des classes bilingues, création de postes d'enseignants, autonomie des établissements. Rien que ça, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, rêve-t-il d'un grand, immense Big Bang à l'éducation nationale? Écoutez, cela se dit, mais ça ne me semble pas correspondre à la réalité de l'homme Jean-Michel Blanquer. Que vous connaissez? Oui, je le connais. Je l'ai connu comme recteur, comme directeur général de l'enseignement scolaire. Qu'il veuille rectifier des choses et les rectifier en profondeur, c'est certain. Mais il ne va pas jeter tout. Je vais vous donner un exemple. On a dit que le retour de Michel Blanquer, c'était la fin de la semaine de 4 jours et demi. C'est totalement faux. Jean-Michel Blanquer a même souligné les mérites de la semaine de 4 jours et demi quand ça se passait très bien. Il a, par contre, souligné les échecs du fait de lier à la contrainte. Il va laisser la liberté aux communes de choisir. Il ne faut pas faire de Jean-Michel Blanquer un retour de l'école traditionnaliste, mais d'un partisan d'une vraie tradition de l'école, c'est-à-dire de la transmission du savoir. Alors, si ce n'est pas un retour à une école traditionnaliste, est-ce que néanmoins, Jean-Michel Blanquer, qui a fait partie du club de réflexion de l'Institut Montaigne, qui est un club de réflexion libérale, est-ce qu'il peut être influencé par cette notion libérale? Est-ce qu'il veut insuffler du libéralisme, attention, je ne dis pas économique, mais du libéralisme au sein de l'éducation nationale? N'oublions pas qu'il applique le programme d'Emmanuel Macron, tout de même. Alors, je ne pense pas, ceci étant, le fait de vouloir changer, rectifier, améliorer des choses, c'est un petit peu aussi l'exercice obligé de chaque nouveau ministre lors de sa nomination. Et l'éducation nationale ne fait pas exception à la règle. On pourrait égrener les réformes au rythme des nominations. Je ne pense pas qu'il y ait là un marquage libéral particulier. Il y a peut-être... l'autonomie excusez-moi, je suis néophyte, mais l'autonomie des établissements, est-ce qu'on n'est pas dans c'est pas lui qui l'a inventé, c'était déjà inscrit en filigrane dans les préconisations du précédent gouvernement, ce qu'on oublie. Mais ils l'ont pas fait. Je partage tout à fait cet avis, et puis ça peut remonter même encore plus loin. Voilà. Donc, alors, là encore une fois, un reproche un petit peu injustifié. Alors, c'est pas un reproche, c'est ce qu'il dit. Effectivement, alors, quand on dit libéralisme, disons, d'une manière générale, on pense à la suppression de toute norme, à la suppression de toute contrainte, à une dérégulation. D'une certaine manière, on pourrait dire que Jean-Michel Blanquer est libéral, comme lecteur de Tocqueville. Et quand on va lire Tocqueville, on ne va pas avoir le mot libéral tel qu'on l'aperçoit les 3/4 du temps aujourd'hui. C'est un intellectuel dont la philosophie politique est entre Montesquieu et Tocqueville. Alors justement, pour rebondir sur cette idée qu'il s'inspire aussi de l'esprit des Lumières, parce que si on est dans cet ordre-là avec Montesquieu, Tocqueville, voilà ce qu'il dit Jean-Michel Blanquer dans La Croix, et ça correspond à cette idée-là. Je veux adresser un message à tous les acteurs éducatifs, notamment aux professeurs. Vous disposez d'un pouvoir d'initiative et de responsabilité, saisissez-en vous. L'idée du libéralisme, elle est là. Chaque individu, chaque recteur, professeur, enseignant, peut-être va se sentir plus libre en entendant ça, en écoutant cela. Je ne sais pas, je vous demande. C'est pas du libéralisme, c'est une reconnaissance de la liberté pédagogique. Et puis écoutez, un maître, j'en dis le maître pour faire référence tant aux professeurs des écoles qu'aux professeurs de collège ou de lycée. Avec une différence, le professeur des écoles fait classe.
le professeur de collège et de lycée fait cours. C'est pas tout à fait pareil. Mais cela dit, personne n'est à la place du maître qui fait cours. Il n'y a pas de méthode idéale, il n'y a pas de méthode officielle. Les élèves, chaque année, ils changent. Donc il faut faire preuve d'initiative par rapport à la réalité de la classe et des élèves qu'on a. Il prône l'initiative et la liberté des professeurs. Je pense que c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Oui, je pense que c'est aussi une revalorisation, une valorisation du rôle de l'enseignant, un appel à la responsabilité individuelle au sein de l'action collective. Et c'est plutôt une chose positive. Alors, quelques chiffres. 12 millions d'élèves en France, 860 000 professeurs. En Corse, il y a 48 328 élèves, 3 695 enseignants du premier et du second degré, avec le privé. Et le budget de l'académie, que vous connaissez bien, est de 300 millions d'euros. Michel Barra, tout de même, excusez-moi, mais... est-ce que l'éducation nationale est véritablement réformable? C'est le sujet du soir. Alors, je ne vais pas citer Alain Devaquet, je ne vais pas citer l'abandon de la réforme du bac par François Fillon, je ne vais pas citer Vincent Payon et les rythmes scolaires avec les manifestations que l'on a connues, quoique avec Vincent Payon, il n'y en a pas eu tant que ça, ou Najat Vallaud-Belkacem, notamment là récemment en 2015. Est-ce que c'est réformable l'éducation? Est-ce que vous pouvez nous le dire aujourd'hui, ce que vous ne pouviez pas nous dire lorsque vous étiez recteur? De toute façon, vous savez, il y a peu de choses que je m'interdisais quand j'étais recteur. Alors, j'ai même pareil ici sur le plateau de Je rappelle même que j'avais officiellement montré mon mécontentement quand on avait limogé Vincent Payon. Bon, donc vous voyez que j'étais totalement libre. Mais cela dit, non, elle n'est pas réformable, elle se réforme constamment. Si un reproche pouvait être fait, ce n'est pas qu'elle soit pas réformable, mais c'est la succession de réformes sans en avoir montré une ligne de force. Et si on réfléchit bien, il y a une ligne de force. Quels que soient les gouvernements, quels que soient les ministres, vous avez la clé. Hein. C'est que progressivement, vous êtes passé d'un enseignement rétréci au niveau de la population à un enseignement de masse. Aujourd'hui, vous êtes sur une école obligatoire jusqu'à 16 ans. Ce n'est ni 12, ni 14. Pensez que les choses pouvaient rester en l'état quand l'école est passée de 12, 14, puis 16 ans obligatoire, c'est-à-dire que le collège est devenu obligatoire et se rapproche de l'élémentaire. Alors je vais reformuler mon interrogation, non pas est-ce qu'elle est réformable, l'éducation nationale, mais doit-on la réformer? Encore une fois, je vais vous donner quelques exemples. PISA, par exemple, on connaît bien les enquêtes. Je vous sens m'en dire PISA, Shanghai, les universités, et les autres qui montrent une certaine faiblesse tout de même dans le système éducatif français. Oui. Est-ce qu'il faut réformer l'éducation nationale? Est-ce que Jean-Michel Blanquer, au-delà des annonces que l'on a données, va le faire? C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle réponde à ses missions fondamentales. Après, est-ce que ça passe par des réformes structurelles profondes? Probablement dans certains cas. Il faut partir d'un constat. Ce qui me semble inquiétant, puisque vous parlez de l'étude PISA, c'est le fait que la France soit l'un des pays où le déterminisme social pèse le plus dans la réussite des élèves. Ça, c'est un axe sur lequel... c'est le déterminisme social, selon Bourdieu. Hein, il y avait une enquête de Bourdieu, un ouvrage sur le déterminisme social. En fait, grosso modo, les élèves issus de milieux défavorisés ont moins de chances de réussir que les autres. Ça, c'est quelque chose, c'est le chantier de l'avenir aussi. Mais, attendez. Oui, bien sûr qu'elle est améliorable. Je vais prendre plutôt l'expression d'amélioration que de réforme, parce que si on va dire une réforme, on attend le réformateur qui va être la même chose que Luther ou Calvin dans l'histoire de la religion. Ça n'existera pas. Mais par contre, des améliorations, ils sont nécessaires, et ma collègue là a parfaitement raison. C'est ce que dit PISA, qui n'a pas que des mérites, mais qui n'a pas que des défauts non plus. Il faut le prendre comme un instrument parmi d'autres. C'est dire effectivement, depuis quelques années, 25 à 30 ans, l'école française, qui avait joué pendant très longtemps le rôle justement d'ascenseur social, aujourd'hui ne le joue plus, et pire, parfois renforce les inégalités. Mais il y a peut-être une réponse à dire, c'est peut-être celle aussi de Blanquer. Hein. C'est à force d'être égalitariste qu'on a fini par arriver à cette situation. Au lieu d'avoir des enseignements différenciés,
prendre les enfants comme ils sont. Et puis, de l'autre côté, d'avoir fait de l'école quelque chose qui n'est plus l'école. C'est-à-dire quelque chose où on le résume comme étant correspondant à la démocratie contemporaine qui ne fait pas des citoyens, mais qui fait des producteurs et des consommateurs. À partir de ce moment-là, effectivement, nous aurons cette école d'égalitarisme qui va à l'encontre de l'école de l'égalité. Alors Michel Barras, ça veut dire que l'école a échoué. Enfin, je peux certainement caricaturer, vous allez me dire votre propos, mais ça veut dire que l'école a échoué. Si ça produit que de l'égalitarisme et peut-être moins de l'élitisme, n'ayons pas peur des mots, c'est important que l'école produise de l'élitisme. Attendez, mais le problème, c'est pas parce que vous proposez de l'égalitarisme que vous allez faire de l'élitisme. Que si vous regardez PISA 2, en même temps, c'est que nous faisons moins d'élite qu'on en faisait. Donc, moi, j'ai rien contre l'égalité. Bien au contraire, je suis pour la promotion de l'égalité. Faites attention que l'égalité, c'est pas l'égalitarisme. Vous preniez maintenant aussi sur l'université Shanghai. Mais alors là, la référence Shanghai est mauvaise. Je n'ai pas dit ça de PISA. Parce que qu'est-ce que fait Shanghai? Il mesure la puissance de recherche des universités. Et non pas la puissance d'enseignement. Parce que dans notre tradition française, un professeur des universités est d'abord un professeur et en même temps un chercheur. Donc elle est très mal adaptée à ce qu'est la France. Alors, quelques mots, si on revient sur PISA, mais au-delà, sur le système éducatif français. Des mots de Gilles Siméon, le président de l'exécutif en Corse, sur Twitter, sur son compte Twitter. Le rapport PISA, c'était il y a quelques mois maintenant, le rapport PISA confirme les lacunes du système éducatif français et ouvre des pistes dont la Corse doit s'inspirer. Il faut une singularité éducative en Corse. Je vais répondre. Singularité, je vais vous dire oui. Particularité, je vais vous dire non. La singularité, ça renvoie à l'universel. La particularité qu'au général. Et puis, bon, la Corse, c'est un des pays où on réussit le mieux, si je regarde les taux de réussite du baccalauréat. Ah oui, on est proche des 80%, 90%. Mais c'est la première académie, la réussite du baccalauréat général. Cela dit, on est aussi l'académie où on échoue le mieux. C'est-à-dire des gens qui ne vont pas aller au baccalauréat. Ou les gens qui ne vont pas poursuivre après. Alors, s'inspirer des autres, c'est une bonne chose. Peut-on penser que chez nous, en Corse, nous allons inventer le système qui va permettre de résoudre tout ce que PISA dénonce? C'est de l'illusion. C'est de l'illusion, Sandra? Je ne sais pas, parce qu'à la suite de ce rapport, il y a quand même eu un certain nombre de préconisations. Oui. Et je reviens sur ce que vous disiez précédemment, sur cet égalitarisme et cette standardisation peut-être. Par exemple, Andreas Schleicher, qui est le monsieur PISA de l'OCDE, on est d'accord, là, disait du système français qu'il n'était pas assez personnalisé. Alors peut-être que c'est en ce sens que le président de l'exécutif pense qu'il faudrait moduler cet enseignement de façon à ce qu'il puisse répondre à un certain nombre de besoins, notamment, et ça c'est pas inintéressant au niveau de la Corse, en ce qui concerne la valorisation des filières professionnelles, parce que c'est un autre sujet, mais je vais là vous rapidement faites c'est très important ce qu'il vient de dire sur les. Bon, la Corse peut servir à quelque chose pour l'ensemble de la nation. Parce que nous sommes peu nombreux, parce qu'on ne peut pas être un responsable de l'éducation nationale sans être de proximité. L'exemple Corse peut permettre et introduire la proximité, donc du succès. La professionnelle. Rapidement, pourquoi pas? Mais il faut arrêter d'éparpiller. Quand vous avez des CAP je sais pas moi, de marqueterie, ça n'existe pas, de mosaïque, à la fois dans toutes les communes et les villages de Corse, vous allez à l'échec. Il faut donc ici, pour une fois, prendre au sérieux la formation professionnelle et créer des internats, de bons internats qui ne soient pas la prison, mais qui au contraire soient des lieux agréables,
de manière à avoir des centres qui permettront de donner une vraie formation Alors, ce sont des professionnelle. sujets qui intéressent, pardon, Sandra, ce sont des sujets qui intéressent le téléspectateur, les sujets autour de l'éducation. On le sait, hein, parce que on a beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. Et nous recommencerons, nous vous reproposerons des sujets autour de l'éducation, autour de l'apprentissage, autour de l'université. C'est essentiel. 40 secondes, c'est la règle de l'émission pour résumer votre pensée et répondre à la question du soir. C'est avec vous, Sandra, que je vais commencer. Peut-on réellement réformer l'éducation nationale? Alors, je vais répondre un petit peu à côté, si j'ose dire, dans la mesure où je pense qu'on peut améliorer grandement le système qui montre dans certains domaines ses limites. On a parlé de panne de l'ascenseur social, etc. Je pense que le souci aussi, c'est qu'on a peut-être reporté sur l'école un certain nombre de problématiques qui ne relevaient pas de sa mission et de ses compétences. Je pense à toute une série de sujets et de problématiques que l'école était censée résoudre, la violence, d'autres problèmes collatéraux dans lesquels on a voulu lui donner un rôle qui n'était pas le sien. Voilà. Même question, Michel Barre. Alors, je vais répondre de la même manière. Oui, c'est améliorable. Oui, cela doit être amélioré. Ça fait partie même de la nature de l'éducation nationale. Le savoir, il se transforme. Donc nécessairement, les manières de transmettre ce savoir doivent aussi évoluer. Donc la réforme au sens de l'amélioration est nécessaire. Deuxième chose, si on veut réussir, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est effectivement rendre à l'école sa propre mission et non pas faire de l'école une sorte de réparateur social de tous les malheurs de la société et du professeur une sorte d'ombudsman des maux sociaux des banlieues ou à l'inverse des surdoués. 10 secondes. Il vous restait 10 secondes. Parfait. Dans les 40 secondes, on est rentré plein pot. Alors, il y a la deuxième partie. Cette deuxième partie où l'on essaie de décrypter. On va poursuivre nos échanges sur cette question de l'éducation. Cette question de l'éducation nationale, mais par le prisme de la culture, la représentation de l'enseignement dans le cinéma, l'évocation par le documentaire ou encore un traité de neurosagesse pour changer l'école et la société, rien que ça. Autant de pistes qui nous permettent de décrypter les nouveaux enjeux éducatifs. Nous ont rejoint l'éditrice et journaliste Marie-Josée Harry-Guilandine. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Et l'historien cinéphile et également professeur Xavier Affre. Bonsoir Philippe. Marie-Jo, nous allons commencer avec vous avec cet ouvrage « Libérez vos cerveaux, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société » de Idriss Aberkane aux éditions Robert Laffont, un auteur très controversé. Oui, un auteur controversé, mais qui a effectivement pas mal de bon sens et qui n'est pas très tendre avec l'école, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui. En fait, il a un petit principe qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il dit qu'on recherche tout le temps l'ergonomie pour augmenter les performances au travail et le bien-être au travail. Mais on ne cherche pas la neuroergonomie, c'est-à-dire en fait la manière de s'adresser au cerveau le mieux possible. Il a des petites images qui sont assez sympas. Il parle de l'empan, vous savez, la distance qui est entre le pouce et l'index. Il dit, bon, est-ce que la main ne peut prendre que des objets qui font cette distance entre le pouce et l'index? Ben non, parce que si on met une poignée à une grosse caisse, ça devient une valise et on soulève quelque chose de mieux. Eh bien, le cerveau, il dit, on ne respecte pas sa manière d'apprendre, sa manière de comprendre. Voilà, donc il est un petit peu énervé par ça et il dit qu'on a beaucoup de souffrance au travail, que l'apprentissage est souvent une souffrance, que la note est souvent une humiliation, qu'on travaille essentiellement sur l'individu au détriment du groupe, qu'on apprend à travailler en groupe en première, c'est ça, avec le TPE sur la fin. Écoutez, moi, je pense que c'est à partir de l'école maternelle que les enfants commencent à faire du groupe parce que ça marche comme ça en école maternelle. En école maternelle, c'est peut-être le moment où c'est le plus adapté. Mais effectivement, il faut apprendre à travailler en groupe et l'élève est toujours jugé sur ses compétences individuelles. Ce qui fait que si vous êtes excellent en maths mais beaucoup moins bon en littérature, vous aurez quand même un bulletin moyen. Donc on n'essaie pas de valoriser les compétences de chacun, on essaye toujours de comparer à la masse. Le groupe ne sert qu'à le comparer. Finalement, la comparaison n'est pas vraiment une très bonne chose. Puis il a une image qui est vraiment aussi sympathique. Il explique que l'enfant, naturellement, il a une soif, un vrai appétit de connaissances. Les enfants posent des questions à leurs parents en permanence. Et il compare un petit peu la connaissance avec un buffet, vous savez, un buffet de petit déjeuner d'un hôtel 5 étoiles. Vous arrivez, vous avez faim, il y a un buffet magnifique de tout, des choses que vous connaissez mais vous avez envie d'y regoûter, des choses que vous ne connaissez pas, vous avez envie aussi de les découvrir. Oh, vous êtes là, c'est le paradis. Puis d'un seul coup, le maître d'hôtel arrive et il vous dit
Oui, tout ça, c'est pour toi, mais il faut que tu avales tout en 2 heures. Et là, évidemment, d'un seul coup, le paradis, la curiosité, le plaisir se transforment en souffrance. Et il explique que le cerveau a des moments de disponibilité pour certaines choses et il a des moments de non-disponibilité. Et avec l'école, eh bien, on vous impose forcément, je vous donne le livre. Je vais le montrer à la caméra. Voilà. On vous impose évidemment des rythmes, des temps, des programmes dans un laps de temps qui ne correspond à rien. Alors évidemment, il donne des exemples parce que démonter pour démonter, c'est pas toujours très... Alors il faut libérer son cerveau pour parvenir à réussir ses études, sa scolarité. Utiliser d'autres moyens. Utiliser d'autres moyens. Deux choses. Derrière ça, il y a toutes les neurosciences, dont auquel l'actuel ministre fait référence. Mais il y a aussi cette idéologie dont un ancien ministre de l'Éducation nationale fait référence, du surhumanisme. Donc moi, je suis plutôt méfiant sur cela. Ouais. Maintenant, sur l'idée de différencier, par exemple, et de rompre la structure classe, ça existe, c'est le système finlandais qui fonctionne très bien, dans lequel on évalue les élèves par groupe, justement, et par discipline. C'est vrai qu'on peut très bien réussir en français et moins bien en maths. Il n'y a aucune raison de recommencer l'année suivante en français ce qu'on a réussi, alors qu'en maths, on avait raté. Xavier, dans le fil droit de ce que nous propose Marie-Jo et en écho à ce que vient de nous dire Michel Barra, une idée folle de Judith Grunbach. Alors, au cinéma. Le documentaire est intéressant. Alors, vous savez, j'ai déjà dit ici autour de la table que j'ai beaucoup de méfiance vis-à-vis de ce genre de documentaire qui, en général, propose peu de solutions et qui fait soit un constat. Alors, ça peut être intéressant en soi, mais il n'y a pas de solution à apporter. Alors, celui-là est intéressant parce que le tournage s'est effectué dans 9 établissements différents, publics, privés, de la maternelle jusqu'au collège, et surtout donne la parole à plein de gens. Alors, parents, enfants, experts de l'éducation. Alors, j'aime pas le mot expert, mais enfin bon... dont un que moi que j'aime bien, qui est Emmanuel Davidenkoff, qu'on retrouve sur France Info notamment, et sur le réseau public. Sur le service public. Et le documentaire essaye en fait de dire voilà, quels sont les défis de demain et comment l'école peut y répondre. Alors en fait, ce sont des petites solutions ou des micro-solutions. Hein, et justement, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, s'adapter au terrain. Et donc, du coup, ça va avec l'initiative à donner aux enseignants. Et le documentaire le montre très bien, avec les classes inversées, avec les différentes formations un peu parallèles pour les enseignants, ou alors même l'architecture. C'est ça qui est intéressant dans le documentaire, l'extrait qu'on voit. C'est par exemple, j'ai trouvé ça dans une salle, dans une école qui s'appelle Le Blé en Herbe, à Trébédan, donc en Bretagne, où il y a une architecture qui a été pensée en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message, c'est-à-dire entre les enseignants, les parents, c'est-à-dire une ouverture de l'école avec des lieux accessibles aux parents, à l'extérieur et dedans, et puis aux enfants, et surtout une réorganisation de l'espace enseignant. Que de temps en temps, peut-être on oublie un peu les enseignants. Il y a une très belle école, qui est à mon avis peut-être la plus belle de France, à Monticello, qui est sur ces principes-là. Donc, du coup, l'intérêt, le documentaire montre que ça marche bien. Et bon, l'idée, on l'a dit, je ne vais pas trop répéter, c'est allier bienveillance avec évidemment exigence. Mais finalement, le documentaire, c'est là où je trouve qu'il est un peu, on le fait déjà. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions adaptées, mais on le fait déjà. Et je crois qu'on crie beaucoup sur le système éducatif, qui, ma foi, me semble, moi, pas si mauvais, avec des lacunes peut-être, mais pas si mauvais. Il n'y a pas de système éducatif sans échec scolaire. La question, c'est comment on traite l'échec scolaire. Exactement. Alors, comment traite l'échec scolaire Laurent Canté dans le second film? Alors, je proposais Entre les murs parce que, oui, très, très vite, c'est parce que c'était pour parler évidemment du rôle de l'enseignant, et je rejoins Sandra, c'est-à-dire que la première, peut-être, si on peut parler de réforme, ça serait de redonner un peu du poids à l'enseignant, mais pas du poids forcément administratif, hein. Surtout au niveau des parents, la vision de l'enseignant, qui avant était un notable, respecté, écouté, et qui aujourd'hui ne l'est plus trop. Nous sommes devenus tous des pédagogues qui en grec signifie l'esclave qui conduit les enfants à l'école. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut remettre l'enseignant au cœur, comme un vrai acteur et non pas comme un exécutant. Il a tendance à devenir un peu exécutant et malheureusement, il faut qu'il soit un acteur clé. C'est ce que montre le film. Hein. C'est ce que montre Entre les murs. Alors, le film montre surtout le livre montre surtout la difficulté de l'enseignant et le fait que parfois un enseignant peut se sentir seul. Adapté du livre de François Bégodeau, du même nom, lui-même enseignant. Hein. C'est important. Critique de cinéma et enseignant. Et critique de cinéma, c'est pas pour vous déplaire. Voilà. Même si François Bégodeau, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Hein. Laurent Canté, François Bégodeau, Entre les murs, quelques mots rapidement. Sandra, Michel.
Oui, je crois qu'on est à peu près tous tombés d'accord. Il y a une nécessité d'être pragmatique dans la vision des choses, redonner effectivement de l'importance aux acteurs au plus proche du terrain, les enseignants évidemment, au premier plan. Et puis ensuite, peut-être réfléchir à des pistes possibles pour améliorer ce qu'il est. Rapidement, Mais quelques insister secondes. un peu effectivement sur la liberté de l'enseignant, qu'il soit du primaire ou du secondaire. Nul ne fait classe à sa place, nul ne fait cours à sa place, et nul enfant n'apprend à la place d'un autre. C'est sur ces mots, pleins de sagesse, que nous terminons ce débat autour de l'éducation nationale. Débat dans la première partie, opinion, et une deuxième partie, nous avons essayé de décrypter, d'apporter des éléments supplémentaires à votre réflexion par le prisme du livre, important, et par le prisme du cinéma et du documentaire. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe uniquement pendant le 20h.